Nous voulons nous assurer que l'académie et les cadets se concentrent non pas sur demain, mais sur les 20, 30, 40 prochaines années. Et sous-jacente à tout le thème, il y a une emphase sur l'importance de préparer les cadets pour les guerres futures, et vraiment là où les humains et les machines se croisent. Et c'est comme si votre parcours était fait pour ce thème. Cependant, j'ai en fait parlé à pas mal de gens, et ils ne savent vraiment pas qui vous êtes. Donc, moi non plus. Ouais, alors j'ai pensé que je devrais dire aux gens un peu de votre bio. Qui suis-je? Ouais, qui sommes-nous vraiment? Ouais, vous allez créer une entreprise qui le découvre, monsieur. D'accord, donc, si vous ne savez pas, c'est ridicule. Bien sûr que vous savez, mais je vais le faire quand même. Elon Musk, assis à côté de moi, a cofondé et dirige X Tesla, SpaceX, Neuralink. Voici mon préféré en tant qu'académique, la Boring Company. C'était bien, c'était bien. Allez, ouais, j'ai commencé comme une blague. Ouais, il l'a fait. Et c'est réel. Eh bien, c'est génial. Au fait, vous avez aussi une nouvelle entreprise, Xai. Ouais. Et c'est tout. À moins que vous n'en ayez commencé une ce matin. Je ne sais pas, je ne suis pas sûr. D'accord. Mais essentiellement, ce que cela signifie, c'est que tout le monde dans cette salle a l'opportunité, grâce à ces entreprises, de conduire un camion électrique futuriste à travers un tunnel souterrain gigantesque, tout en utilisant une connexion numérique dans leur cerveau pour lancer une fusée tout en recevant des mises à jour sur le football de l'armée. Ces innovations ont révolutionné les véhicules électriques, les batteries, l'exploration spatiale, les interactions avancées homme-machine, ont rendu l'accès à l'information instantané et ont commencé à aider à intégrer l'IA dans notre vie quotidienne. Après la convocation, j'espère avoir un peu de temps pour que vous puissiez me donner quelques conseils personnels. Parce que d'une manière ou d'une autre, vous avez fondé et dirigé plusieurs entreprises, vous êtes père de plusieurs enfants, et je suis épuisé après 2 heures d'entraînement d'un sport pour enfants. C'est sûr. Donc, tout ce que vous pouvez faire pour m'aider, je l'apprécierai. Nous avons donc des cadets, du personnel et des professeurs qui peuvent parler de perspectives multidisciplinaires qui vous intéresseraient. Essaim de drones, batteries électriques, sciences moléculaires du cerveau, ingénierie, psychologie, philosophie, droit, langue chinoise. Mais ce n'est que le début. Je pense que celui-ci est particulièrement pertinent parce que nous pouvons même couvrir la science intense de la boxe avec notre département d'éducation physique de classe mondiale. Juste au cas où, on ne sait jamais si un chef d'État aléatoire vous défie à un combat. Vous savez, j'ai défié Poutine à un combat en tête-à-tête. L'a-t-il accepté? Non. Et puis j'étais comme, en fait, sur, vous savez, l'ex, ancien Twitter, j'ai dit, je défie par la présente Vladimir Poutine à un combat en tête-à-tête. Et je me suis assuré d'utiliser son nom en cyrillique russe. Et puis j'ai dit, et les enjeux sont l'Ukraine et l'utilisation de l'Ukraine, des Ukrainiens, vraiment. Et puis les gens pensaient que je n'étais pas sérieux. Je suis comme, non, je suis absolument sérieux. Je veux dire, vous savez, il est bon en judo, j'entends. Et je pense que ce serait. Je veux dire, le pay-per-view seul serait incroyable. Je pourrais faire en sorte que tout le monde ici commence à chanter, 2 hommes entrent ou une paire part. Ouais, 2 hommes entrent ou un homme perd. Donc, je veux dire, je regarderai ça et j'y suis. Donc, je vais vous dire que notre 31e surintendant, Douglas MacArthur, a dit un jour, il n'y a pas de substitut à la victoire. Ouais, et quand il s'agit de combattre, ce n'est pas seulement notre armée, mais c'est aussi tout le pays et toute la base industrielle. Oui, c'est tellement important. Et vous avez innové dans tant de domaines, que ce soit sous notre surface jusqu'à l'espace et tout ce qui se trouve entre les deux. Et nous sommes, encore une fois, vraiment, vraiment reconnaissants que vous soyez ici. Alors que nous commençons à parler de certaines de ces choses sur lesquelles vous avez travaillé, en regardant le public, je veux juste vous donner un peu de contexte. Beaucoup d'entre eux sont les leaders qui feront face aux défis les plus complexes et difficiles de notre nation à l'avenir. Nous avons nos cadets qui serviront comme officiers de l'armée, dirigeant des centaines et éventuellement des milliers de soldats à travers cette complexité dont nous parlons. Et nous avons aussi notre corps professoral qui les prépare à faire exactement ce que je viens de dire, à travers ces situations complexes. Et beaucoup de nos professeurs vont aussi entrer dans l'armée et devront diriger. Merci de prendre le temps de nous aider à réfléchir plus profondément et à nous informer, alors que nous commençons à informer nos cadets sur comment nous pouvons réussir non seulement à combattre, mais à gagner dans l'espace de bataille contemporain et futur. Alors laissez-moi commencer par cette question générale. Comment voyez-vous la guerre se transformer à l'avenir? Je veux dire, le plus grand effet, je pense, de loin, c'est l'IA et les drones. Alors, le prochain. Eh bien, en fait, la guerre actuelle en Ukraine est déjà très axée sur les drones. C'est en quelque sorte un concours entre la Russie et essayer de voir qui peut déployer le plus grand nombre de drones. Maintenant, s'il y a une guerre de grande puissance, ce sera très axé sur les drones. Ce sera des drones et de l'IA, et vous savez, c'est une sorte de...
Je veux dire, je m'inquiète du risque existentiel de l'IA, c'est-à-dire que si vous employez l'IA et les drones, allez-vous emprunter ce chemin où finalement vous arrivez à Terminator? Vous savez, essayez d'éviter cela. Ce serait bien. Ce serait bien. Ouais. Minimiser le risque de Terminator. Mais je veux dire, essentiellement, si vous êtes... Quand vous fabriquez des drones militaires, vous fabriquez des Terminators. Et quand je pense que vous serez quelque peu forcé de donner une IA localisée aux drones, parce que si l'IA est loin, elle ne peut pas contrôler aussi bien qu'une IA localisée. Alors que voulez-vous dire par localisé? IA signifiant machine à tuer autonome, complètement autonome, eh bien, vous lui donnez le feu vert. Ouais, dans une arène particulière, et c'est juste. Et ça va avec certains paramètres. Ouais, espérons-le. Pensez-vous que nos adversaires auront les mêmes types de préoccupations ou de limitations? Eh bien, ouais, je veux dire, ça dépend de combien de risques existentiels il y a dans ces guerres. Donc, si c'est une guerre régionale, je pense que ce sera plus tempéré. Si ça va au-delà d'une guerre régionale, alors tout est permis. Et puis, vous commencez à déployer des choses que vous ne voudriez vraiment pas déployer. Alors, espérons que cela n'arrive pas. Mais vous l'avez dit, et je serai d'accord que si vous regardez juste le contexte contemporain, les conflits qui ont lieu, vous conviendrez que les machines ne font pas que perturber la guerre, elles sont maintenant courantes. Drones. Les drones vont être de manière écrasante, ce qui compte dans n'importe quelle, vous savez, n'importe quelle puissance, qui ont une technologie significative. C'est donc ma croyance personnelle que ce sera peut-être trop dangereux d'avoir des humains au front. C'est des drones. C'est des drones au front. C'est trop dangereux. Les drones ne manquent pas à cause de la létalité. Alors c'est trop dangereux d'avoir des humains au front. Oui, je veux dire si vous avez vu certains des fusils de sniper contrôlés par ordinateur, je veux dire qu'ils ne manquent tout simplement pas. Alors vous êtes vous combattez une machine qui va, vous savez, viser avec une précision micro et ne se fatigue jamais. Alors, comment pensez-vous que les États-Unis devraient utiliser la technologie pour renforcer notre défense nationale? Eh bien, je pense que nous devons probablement investir dans les drones. Les États-Unis sont forts en termes de technologie, les articles, mais le taux de production est faible. Donc, c'est un petit nombre d'unités, relativement parlant. Mais fondamentalement, je pense qu'il y a un problème de taux de production. Si tu demandes à quelle vitesse tu peux fabriquer des drones, si on dit qu'il y a un conflit de drones, l'issue de ce conflit sera combien de drones chaque camp a dans cette escarmouche particulière, multiplié par le ratio de destruction. Donc si tu peux avoir un. Si disons que les États-Unis auraient un drone, un ensemble de drones, avec un haut ratio de destruction, mais l'autre camp a beaucoup plus de drones. Si tu as un ratio de destruction de 2 pour 1, l'autre camp a 4 fois plus de drones, tu vas quand même perdre. Penses-tu que notre base industrielle peut s'adapter pour produire le volume de drones dont tu parles? Je pense que ça va être le plus grand défi que ça soit. Ça peut s'adapter, mais ça ne s'adapte pas actuellement. Pourquoi serait-ce le cas? Je pense que l'approvisionnement est. Donc, je veux dire, je lis beaucoup d'histoires militaires et en fait, la chose avec laquelle je m'endors, c'est en utilisant un livre audio sur l'histoire militaire d'un genre ou d'un autre. Donc je trouve le sujet très intéressant. Et une des choses qui a tendance à se produire, c'est que les pays sont en gros préparés à combattre la dernière guerre, pas la prochaine. Et c'est difficile de changer. Je veux dire, si tu regardes les uniformes au début de la Première Guerre mondiale et les tactiques et stratégies qu'ils utilisaient au début de la Première Guerre mondiale, elles n'étaient pas significativement différentes de l'ère napoléonienne. Tu sais, les Français qui marchaient à la guerre avec des uniformes aux couleurs vives avaient l'air super. Ce n'est pas ce que tu veux être.
Tu sais, quand quelqu'un essaye de te pointer une arme, tu ne veux pas un uniforme qui a l'air super. Tu veux un uniforme qui se fond dans le décor. Donc il y a une tendance à se préparer pour combattre la dernière guerre. La dernière guerre que les États-Unis ont combattue est un peu la guerre froide, je suppose. Donc, ça prend généralement un genre de choc pour s'ajuster. Je recommanderais de s'ajuster maintenant. Et tu vois quelques startups comme Android et quelques autres qui ont une mentalité différente. Mais c'est vraiment, ça va être, peux-tu fabriquer beaucoup de drones et quel est le ratio de destruction? C'est à ça que ça se résume. Donc, il y a eu récemment un rapport qui disait que le président Zelensky a dit qu'en février 2025, il y aura 1 million de drones produits par les Ukrainiens. Donc, il semble que c'est faisable. Et ça pourrait être une question de processus, et on parlera du processus dans une seconde. Mais comme tu parlais juste, je pensais à, et tu as dit que tu ne peux pas avoir des humains au front, et donc tu n'as pas encore créé une entreprise qui a résolu le vieillissement, n'est-ce pas? Non. D'accord. Donc, dans 100 ans, je me demande, si nous devrions résoudre le vieillissement. C'est un excellent point. Ouais, j'aimerais parfois conclure. D'accord, eh bien c'est comme. Ouais, combien de temps veux-tu que Poutine et Kim Jong-un vivent? Ouais, c'est un excellent point. Ouais. Mais disons que tu y vas en premier. Disons que tu avances à l'homme de 50, 100 ans. Comment envisages-tu cette évolution? Et je pense que cela pourrait concerner Neuralink. Comment vois-tu cette évolution entre l'humain, qui peut-être ne peut plus être au front, la technologie est au front, tout en les gardant intégrés et synchronisés? Comment cela va-t-il fonctionner dans ton esprit? Je veux dire, donc les communications sont essentielles. Il est en fait très important d'avoir des communications basées dans l'espace qui ne peuvent pas être interceptées, ce que Starlink offre. Starlink Est. Starlink est l'épine dorsale du système de communication militaire ukrainien parce qu'il ne peut pas être bloqué par les Russes. Essentiellement, c'est la seule chose qui ne peut pas l'être. Donc sur les lignes de front, toutes les connexions en fibre sont coupées. Les tours cellulaires sont détruites et les liaisons satellites géostationnaires sont brouillées. La seule chose qui n'est pas brouillée est Starlink. Donc c'est la seule chose. Et le GPS est aussi brouillé. Le signal GPS est très faible. Mais Starlink peut aussi offrir une capacité de localisation. Donc c'est un avantage stratégique très significatif. Et quand tu essayes de communiquer avec les drones ont besoin de... En gros, ils ont besoin de savoir où ils sont et ils ont besoin de recevoir des instructions. Alors, si vous n'avez pas de communication et de positionnement, les drones ne fonctionnent pas. C'est assez important. Mais vous trouvez important qu'il y ait encore cette communication entre l'humain et la machine ou le drone. Ouais. Oui? C'est une question différente de savoir où en sont les choses maintenant par rapport à où elles seront dans 10 ans. Mais je dois dire que je regarde l'avenir avec une certaine appréhension. Je dois parfois suspendre volontairement mon incrédulité pour dormir parce que je pense que nous nous dirigeons vers un avenir assez sauvage. Et je suis naturellement une personne optimiste. Alors, vous savez, mais l'IA va être tellement bonne, y compris l'IA localisée. Je veux dire, au rythme actuel, vous aurez quelque chose qui est probablement de niveau Roche, qui peut être exécuté sur un drone. Et donc, vous pourriez littéralement dire, vous savez, c'est l'équipement que le drone doit détruire. Entrez dans cette chose, il reconnaîtra quel équipement doit être détruit et le détruira. Beaucoup de votre travail avec Neuralink, cependant, est parce que vous dites que l'IA va rapidement dépasser, du moins selon votre estimation, la capacité de l'humain à la contrôler. Ouais, d'accord. Je veux dire, j'aimerais dire non, mais la réponse est oui. Alors, combien de temps pensez-vous que cela prendra avant que l'IA ait évolué au point où, vous savez, les IA peuvent commencer à travailler ensemble, même en s'appuyant sur des ordinateurs, d'une manière débridée, et donc dépasser la capacité de l'humain à influencer son fonctionnement.
Eh bien, je pense que les humains pourront influencer son fonctionnement pendant longtemps. C'est un sujet ésotérique qui entre vraiment dans des spéculations assez sauvages. Je pense qu'à un certain degré, les IA, voudront les humains comme source de volonté. Alors, si vous pensez à la façon dont fonctionne l'esprit humain, il y a le système limbique et le cortex, vos instincts de base, et la partie de réflexion et de planification de votre cerveau. Mais vous avez aussi déjà une couche tertiaire, qui est toute l'électronique que vous utilisez, vos téléphones, ordinateurs, applications. Donc vous avez déjà en quelque sorte 3 couches d'intelligence. Mais toutes celles-ci, le cortex et l'intelligence machine. Votre sorte de 3e couche cybernétique essaie de rendre le système limbique heureux parce que le système limbique est une source de volonté. Donc, il se pourrait que les IA veuillent simplement rendre les humains heureux. Et une partie de ce que Neuralink essaie de faire est d'améliorer la bande passante de communication entre le cortex et la couche tertiaire numérique. Parce que notre bande passante de sortie humaine est inférieure à 1 bit par seconde par jour. Il y a 86 400 secondes dans une journée. Vous ne produisez pas 86 400 jetons. Donc, vous savez, c'est comme le nombre de mots que je peux dire à ce forum, disons. Juste regardez-le d'un point de vue de la théorie de l'information. Combien d'informations suis-je capable de transmettre? Pas tant que ça, parce que je ne peux dire qu'un petit nombre de mots. Et pour transmettre une idée, je dois prendre un concept dans ma tête. Je dois le compresser en un petit nombre de mots. Essayez de modéliser de manière aspirante comment vous décompresseriez ces mots en concept dans votre propre esprit. C'est la communication. Donc votre cerveau fait beaucoup de compression, décompression, et ensuite une très petite bande passante de sortie. Neuralink peut augmenter cette bande passante de plusieurs ordres de grandeur. Et aussi, vous n'avez pas à passer autant de temps à compresser des pensées en un petit nombre de mots. Vous pouvez faire de la télépathie conceptuelle. C'est l'idée derrière Neuralink. Donc, c'est censé être une atténuation contre le risque existentiel de l'IA. Vous parlez d'alignement. Pouvez-vous expliquer ce que vous entendez par alignement pour aider tout le monde à comprendre? Ouais, juste. L'IA va-t-elle faire des choses qui améliorent la civilisation, rendre les gens heureux, ou sera-t-elle contraire à l'humanité? Va-t-elle favoriser l'humanité ou non? Sera contre l'humanité. Donc, évidemment, nous voulons une IA qui favorisera l'humanité. Je pense qu'en développant une IA pour favoriser l'humanité, parce que j'ai pensé à la sécurité de l'IA pendant longtemps, comme si j'avais probablement eu 1000 heures de discussion à ce sujet. Et ma conclusion ultime est que le meilleur cours pour la sécurité de l'IA est d'avoir une IA qui cherche la vérité au maximum et aussi curieuse. Et si vous avez ces deux choses, je pense qu'elle favorisera naturellement l'humanité parce qu'elle voudra voir comment l'humanité se développe. L'humanité est plus intéressante que non-humanité. Vous savez, j'aime Mars. Je suis évidemment un grand fan de Mars. Et je pense que nous devrions devenir une civilisation multiplanétaire. Comme c'est très important. Le but de SpaceX est de rendre la vie multiplanétaire. C'est la raison pour laquelle j'ai créé l'entreprise et c'est la raison pour laquelle nous avons le développement de Starship au sud du Texas. Cette fusée est bien trop grande juste pour des satellites. Elle est destinée à établir la vie sur Mars, pas seulement à envoyer des astronautes là-bas brièvement, mais à construire une ville sur Mars et qui soit finalement autosuffisante. Mais pour revenir à l'IA, si vous avez une IA qui cherche la vérité et qui est au maximum curieuse, mon réseau neuronal biologique dit que ce sera le résultat le plus sûr parce que, comme je l'ai dit, bien que j'aime Mars, Mars n'est pas aussi intéressant que la Terre parce qu'il n'y a pas de civilisation humaine là-bas. Ou pensez d'une autre manière si vous voulez représenter Mars. Représenter Mars est assez facile. C'est essentiellement des roches rouges, un peu comme certaines parties de l'Arizona. Il n'y a pas beaucoup de gens, c'est juste
C'est facile à représenter, c'est comme représenter Mars. Mais représenter la civilisation humaine est beaucoup plus difficile, beaucoup plus complexe, beaucoup plus intéressant. Et donc je pense qu'une IA curieuse et en quête de vérité favoriserait l'humanité et voudrait voir où elle va. Mais cela nécessite de la confiance entre l'humain et la machine. Et je veux vous poser une question à ce sujet. Alors les chefs de l'armée ne sont pas étrangers à l'implémentation de nouvelles technologies. Pensez à comment le GPS, par exemple, a transformé la navigation. Il serait impensable de ne pas utiliser le GPS aujourd'hui. Mais quand j'étais lieutenant, personne n'utilisait le GPS. Donc récemment, je regardais ce documentaire incroyablement important et réaliste appelé Top Gun Maverick. Ouais, et dedans j'ai appris que c'est vraiment bon. C'est vraiment bon. Je veux dire, si vous ne voulez pas trop réfléchir à l'intrigue, mais c'est un super film. C'est un film fantastique. J'ai appris que Tom Cruise n'est en fait pas un acteur. Il est apparemment comme un pilote. Mais il m'a appris quelque chose de vraiment important. Dedans, il dit que c'est à propos du pilote, pas de l'avion. Et c'est vrai, juste avant qu'il ne batte un chasseur de 5e génération avec un F-14 de 1970. C'est vrai? Ouais. Donc je veux dire, on y va juste avec un biplan. Ouais, voilà. Tom Cruise pourrait le faire. Chameau logiciel. Mais dedans, vous savez, c'est un peu de cynisme ou une vue cynique du besoin de technologie. C'est comme, la technologie est superflue. Les humains peuvent le faire. Mais nous savons que c'est. Je veux dire, non, je ne remets pas en question Tom Cruise, Elon. Je ne remets jamais en question Tom Cruise. Non, je plaisante. Mais je suppose que la question est, comment pouvons-nous amener les humains à pouvoir faire confiance aux machines? Parce qu'il y a beaucoup d'histoires. Par exemple, nous avons récemment eu une conversation où des pilotes Apache, ont reçu une nouvelle technologie. Et ils étaient comme, nous n'allons pas l'utiliser parce que nous ne lui faisons pas vraiment confiance. Alors ils l'utilisent. Quand une nouvelle technologie est mise en œuvre, nous devons pouvoir faire confiance, surtout si cela va être le facteur décisif pour gagner. Alors comment faisons-nous cela? Comment construisons-nous la confiance entre l'humain et la machine? Eh bien, je pense que nous ne devrions pas simplement faire confiance automatiquement à ces choses. Je veux dire, je pense que vous voulez le tester, faire beaucoup de tests et voir comment cela fonctionne réellement dans un conflit à petite échelle et ensuite l'étendre si c'est efficace. Mais ouais, je dois dire que je ne suis pas sûr, par exemple, qu'il y ait un... Heureusement, ce n'est pas un rassemblement de l'armée de l'air, mais il n'y a pas. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de place, d'opportunités pour les pilotes de chasse parce que je pense que si vous avez un essaim de drone qui vous arrive dessus, le pilote est une responsabilité dans l'avion de chasse, pour être honnête. Donc, vous savez, si vous dites comme vous comparez un drone à un avion de chasse, à quel point est-il facile de fabriquer un drone? C'est un ordre de grandeur, peut-être au moins 10, peut-être 100 fois plus facile de fabriquer le drone, et vous pouvez vous permettre de sacrifier les drones, alors que les pilotes, vous ne voulez pas sacrifier les pilotes. Donc, mon hypothèse est qu'en fait, l'âge des avions de chasse pilotés par des humains touche à sa fin. Si c'est le cas, alors il y a une question qui est souvent débattue dans les débats de droit et d'éthique sur les robots tueurs. Vraiment, ces choses-là, devrions-nous être prêts à aller si loin avec la technologie que nous commençons à remplacer le pilote humain par la technologie? Et où cela mène-t-il? Et donc, quelles sont vos pensées alors que nous parlons de la technologie remplaçant les humains sur le champ de bataille? Eh bien, je suppose que ce que je dis, c'est qu'à l'avant des lignes de bataille, ce ne sera que des drones, et tous les humains pris dans le feu croisé seront tués instantanément. Donc, c'est alors sans importance. Ça va juste être ça. Ça va juste être la façon dont les opérations militaires se déroulent. Il n'y en aura pas. Si tu choisis d'être là, alors tu es à un désavantage significatif. Ouais, je veux dire, je pense que c'est juste penser comme si tu avais des drones qui, tu sais, scannent constamment. Ils scannent en infrarouge, scannent en visible. Il y en a des milliers ou des dizaines de milliers. Tu as mentionné des millions que l'Ukraine va fabriquer. Tu as 1 million de drones qui viennent vers toi. Ouais. Veux-tu être là avec essayer d'abattre des drones avec un fusil d'assaut? C'est comme ne pas être une bonne situation.
Je veux dire, je pense qu'il y a quelque chose où si tu vas complètement analogique, ou si tu peux faire une sorte d'explosion EMI, comme une explosion électromagnétique qui pourrait détruire toute l'électronique, mais alors ton électronique va aussi partir. Donc tu vas soit complètement analogique, soit complètement numérique. Donc je pense qu'il y aurait en fait un rôle pour un avion de chasse s'il était entièrement analogique et avait des commandes mécaniques. Parce qu'alors tu pourrais faire une sorte de décharge EMF, détruire les drones et l'analogique. Je veux dire, ça pourrait être un autre film de Tom Cruise peut-être? Je sais pas. Tu sais, quand ça passe à un avion entièrement analogique et tous les drones tombent du ciel à cause d'une bombe EMF. Comment répondez-vous à ceux qui, disons, dans l'industrie, diraient qu'ils ne veulent pas contribuer au développement de technologies qui pourraient être utilisées par le ministère de la Défense? Comme en gros, nous devons construire la confiance avec la base industrielle et avec la société, peut-être quelque chose que nous faisons. Comment faisons-nous cela? Eh bien, je suis très pro-militaire, donc. Pour être clair, c'est bien. Votre public aimera ça. Oui. Ouais. Donc, mais je pense que s'il y a un conflit significatif, la base industrielle des États-Unis passera rapidement à la production militaire, tout comme elle l'a fait pendant la Seconde Guerre mondiale. Est-ce assez rapide? Je ne sais pas, mais c'est probablement ce qui va se passer. Mais ouais, l'IA et les drones, c'est l'avenir de la guerre. Et je veux dire, dis-moi si je manque quelque chose ici. Où voyez-vous le domaine de l'espace? Space? Ouais, l'espace je veux dire l'espace est le point culminant ultime. Donc ça va vraiment. L'espace est grand, vraiment grand. C'est comme wow. Si tu vois jamais la Terre à l'échelle avec le Soleil et tu sais, juste comme wow, on est juste comme une petite poussière flottant dans l'espace. C'est la Terre, mais l'espace devient de plus en plus militarisé. Et donc comment voyez-vous cela? Surtout en ce qui concerne la guerre terrestre. Comme quelles sont vos pensées sur le domaine spatial en ce qui concerne la guerre terrestre et quelles sont les choses que nous devrions faire pour commencer à obtenir ces avantages qui sont nécessaires? Eh bien, j'ai mentionné que les communications basées dans l'espace sont critiques. Si tu ne peux pas communiquer, tu ne sais pas ce qui se passe, tu ne peux pas recevoir d'ordre, tu ne peux pas rapporter d'informations. Et que ce soit un humain ou un drone, ils ont besoin de communication. Donc, tu dois avoir des communications. Toutes les communications terrestres, comme les câbles à fibre optique et les tours de téléphonie cellulaire, seront détruites. Donc, c'est essentiellement seulement. Tout ce que tu as, ce sont essentiellement des radios analogiques. Mais pour tout type de communication de données, c'est basé dans l'espace. Et puis, bien que le GPS ait été efficace pendant longtemps, le brouillage GPS à ce stade est assez facile, parce que le signal GPS est un signal faible. Donc c'est facile de faire du brouillage GPS. Donc avoir une sorte de système de prochaine génération qui peut fournir un positionnement va être très important. Mon espace peut aussi probablement offrir, tu sais, les armes ultimes où tu as juste, tu sais, des canons en tungstène depuis l'orbite. Qu'en est-il des armes offensives dans l'espace? Les voyez-vous? C'est ce que je veux dire par des tiges de Dieu. Ouais. Donc si t'as comme, tu sais, ils ont parlé de ça dans le programme Star Wars dans les années 80. Mais c'est certainement quelque chose qui peut être fait, c'est-à-dire que tu as juste des armes cinétiques depuis l'espace ou des lasers basés dans l'espace. Le système Starlink a techniquement des lasers, mais ce sont des lasers de faible puissance pour l'instant. Ouais. Alors laissez-moi vous poser une question sur revenir à cette question de processus, processus. Alors j'aime aussi l'histoire militaire. Ouais. Alors j'aime toutes les disciplines à West Point, d'ailleurs. Je les adore toutes. Alors, en 149 avant JMC, la Troisième Guerre punique est en cours et les légions romaines sont à l'extérieur de Carthage.
et elles assiègent Carthage, et ça ne se passe pas très bien. Les proconsuls en charge sont passifs, réticents au risque, et ils perdent. Et il y a un jeune gars qui vient de la célèbre lignée des Scipions de proconsuls, et c'est Scipion Émilien qui est le petit-fils adoptif de Scipion l'Africain. Et donc Scipion est le seul à faire quelque chose. Et donc Caton l'Ancien est assis au Sénat et il dit ceci. Il dit qu'il est le seul à encore penser, les autres papillonnent dans l'ombre. Et son argument était essentiellement que je veux Scipion en charge. Et le problème était que Scipion était trop jeune. Il fallait avoir 42 ans pour être proconsul. Et donc Caton dit, je m'en fiche, c'est le bon gars. Et alors qu'est-ce que Scipion fait? Il entre et il met du jus, il est innovant. Et évidemment, nous savons comment se termine la troisième guerre punique, parce que nous connaissons Rome et non Carthage. Exactement, exactement. Donc, ce que Caton voulait dire, c'est ce besoin de leaders innovants, créatifs et entreprenants. Exactement, c'est ce qui est nécessaire. Et donc, le processus est vraiment aussi bon que ceux qui le dirigent. Et donc, quelles sont les qualités que vous recherchez chez ceux qui dirigent vos différentes entreprises? Eh bien, je suis beaucoup dans la technologie. Donc, pour moi, si quelqu'un doit diriger quelque chose dans la technologie, il doit lui-même être bon en technologie. Ce qui signifie que s'il doit diriger quelque chose qui implique de l'ingénierie complexe, il doit lui-même être bon en ingénierie. Ils n'ont pas nécessairement besoin d'être le meilleur ingénieur de l'équipe, mais ils doivent être très compétents dans leur domaine. Donc c'est incroyablement important pour eux. Moi, si quelqu'un dirige un domaine d'ingénierie donné ou un département d'ingénierie et qu'il n'est pas bon dans ce domaine, alors ce serait comme un capitaine de cavalerie qui ne sait pas monter à cheval. Problème, grand leader à tous égards. Sauf qu'il ne sait pas monter à cheval. Et puis vous devez charger au combat et le capitaine de cavalerie tombe du cheval. Vous savez, ce n'est pas inspirant. Donc le capitaine de cavalerie doit savoir monter à cheval. C'est donc c'est en fait qu'ils n'ont pas besoin d'être le meilleur cavalier, mais ils doivent être compétents dans ce domaine. Sinon, ils ne peuvent pas évaluer le talent de l'équipe et ils ne comprennent pas la technologie qui est développée. Cela peut sembler une chose simple, mais c'est souvent le cas. Le cas est que cela est négligé. Vous savez, je ne veux pas critiquer le PDG de Boeing, mais il a vous savez, diplôme en comptabilité ou quelque chose. Ce qui, je pense que c'est, vous savez, vous voulez avoir quelqu'un qui sait comment fonctionnent les avions, diriger la compagnie aérienne. Je suppose que je dois rayer mon emploi chez Boeing. PDG. Voilà, je ne peux pas faire ça. C'est comme si vous ne vouliez pas être le. C'est juste que, si vous dirigez une compagnie aérienne, vous devriez savoir comment fonctionne un avion. Vous devriez savoir comment fonctionnent les avions et comment les concevoir. Je pense que c'est assez important. Alors, mais je pense que c'est vital. Mais comment créez-vous une intuition innovante chez ceux qui travaillent pour vous? Je veux dire, vous êtes célèbre pour essayer de gagner en efficacité, créer de meilleurs processus, pousser. Pour essayer de gagner non seulement en efficacité, mais en efficacité. Alors comment faites-vous? Est-il possible? Pouvez-vous construire cette intuition innovante chez une personne? Eh bien, je pense qu'il est possible d'apprendre à être innovant. Vous savez, souvent pour une chose donnée, vous devez dire « Avez-vous essayé ?» Cela peut sembler évident, mais en fait, essayez comme vous. Si quelqu'un se demande « Eh bien, puis-je être innovant ?» Eh bien, as-tu essayé? Essaie juste de penser à des idées intéressantes. Je veux dire, je trouve qu'une bonne source d'innovation, c'est de lire sur plein de domaines et de croiser les idées d'un domaine à l'autre pour synthétiser. Alors prends, disons, SpaceX et Tesla. L'industrie automobile est très bonne en fabrication. En termes de fabrication de machines complexes en volume, l'industrie automobile est la meilleure. Maintenant, l'industrie des fusées, l'industrie spatiale est très bonne avec les matériaux avancés et la légèreté. Et donc, en prenant des matériaux avancés et des concepts d'optimisation de masse de l'industrie spatiale, en les appliquant à l'automobile et en prenant les techniques de fabrication de masse de l'automobile
et en les appliquant à l'espace, c'était un peu comme un super pouvoir. Mais c'est intéressant parce que quand tu y penses, quand tu parles d'innover et que tu dis que les gens peuvent essayer, ça veut dire que tu dois être prêt à les laisser échouer. Oui. Alors, où tracez-vous la ligne entre l'imprudence et être trop prudent? Non, si vous ne ratez pas au moins de temps en temps, vous n'essayez pas assez fort. Il faut échouer de temps en temps. Donc, tu sais, c'est plus comme une moyenne au bâton. Quelqu'un devrait avoir une bonne moyenne au bâton, mais personne ne frappe 1000. Mais si quelqu'un frappe 0 tout le temps, je veux dire, d'accord, tu sais, il faut le retirer. Alors, tu sais, je pense que j'ai ce genre d'algorithme simple basé sur les premiers principes qui pourraient être assez utiles. Et je le dis un peu comme un mantra à moi-même parce que j'ai fait cette erreur tellement de fois. Donc, le premier élément est, pour toute chose donnée, rendre les exigences moins stupides. Donc, quel que soit le problème que vous résolvez, rendez les exigences moins stupides. Et peu importe qui vous a donné ces exigences, même si c'est la personne la plus intelligente du monde, elle est quand même stupide. Donc, si on dit comme c'est là que, disons, l'approvisionnement militaire, ça tourne mal dès le départ avec des exigences excessives, alors vous obtiendrez en quelque sorte ce document géant d'exigences qui devrait en fait être comme une page. Donc, étape 1, simplifiez les exigences et rendez-les moins stupides. Parce que si vous ne faites pas ça en premier, vous pouvez obtenir la bonne réponse, mais à la mauvaise question. Si la question est mauvaise, ça ne compte pas. Alors, l'étape 2 est de supprimer la partie ou le processus, étape supprimée. Et si vous ne remettez pas 10% de ce que vous avez supprimé, vous n'avez pas assez supprimé. Encore une fois, ces trucs semblent, je pense, peut-être très évidents, mais c'est très efficace. Mais l'idée est que si certaines des idées que vous mettez en œuvre ne ratent pas, vous n'essayez pas assez fort. Et puis seulement la troisième étape est d'optimiser la chose. Et si je dis, c'est quoi l'une des erreurs que je vois les gens intelligents faire tout le temps, surtout les ingénieurs brillants, c'est d'optimiser une chose qui ne devrait pas exister. Ça semble évident, tu sais, comme tu pourrais essayer de faire, disons, le meilleur biplan en tissu du monde. Je suis comme, eh bien, en fait, non. On devrait avoir des avions à réaction à la place. Tu sais, donc on ne devrait pas optimiser la chose qui ne devrait pas exister. Et puis l'étape 4 est d'aller plus vite. Encore une fois, ça semble vraiment évident. Mais les gens n'essaient tout simplement pas d'aller plus vite. Et là, la première étape serait d'automatiser quelque chose, mais seulement l'automatiser une fois que tu as fait ces 4 autres choses. Maintenant, la raison pour laquelle j'ai ce mantra, c'est parce que moi-même, j'ai souvent automatisé quelque chose, accéléré, optimisé, puis supprimé. Et je suis comme, attends, je suis fatigué de reculer ici. Donc, si vous appliquez cet algorithme simple dans plusieurs domaines de la vie, vous serez étonné de son efficacité. Étonnamment, nous manquons déjà de temps. Alors, laissez-moi vous poser cette question. Si vous pouviez choisir un attribut, juste un attribut qui serait crucial pour que nos futurs officiers réussissent, quel serait-il? La curiosité. Tant que vous n'êtes pas un chat, mais... La curiosité. Essayez de lire autant que possible, d'apprendre autant que possible, et dans plusieurs domaines différents, et appliquer la pensée critique à tout ce qu'on vous dit. Merci. Alors, j'aimerais dire au nom du lieutenant-général Gillen et de toute l'Académie, nous sommes vraiment reconnaissants que vous soyez ici. Nous sommes vraiment reconnaissants que vous ayez pris le temps de nous aider à célébrer l'excellence du corps professoral et des cadets et à partager vraiment de la sagesse avec nous. Parce que nous réfléchissons vraiment à ce que nous devons faire pour réussir.
Parce que nous avons une mission très importante, qui est une mission sans échec. C'est-à-dire que nous devons combattre et gagner, et nous sommes concentrés là-dessus. Ouais, eh bien, je veux dire, à mon avis, ou je pense probablement à l'avis de beaucoup de gens, vous savez, l'Amérique est comme Atlas, soutenant le monde libre, et vous êtes les bras d'Atlas. Alors merci, monsieur Musk.